Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Chili chez Boulay en direct des studios de La Poche Bleue. C'est très, très reconnaissant pour Max et Guillaume qui m'accueillent chez eux parce que ça pouvait plus se faire chez nous dans le sous-sol. Ça marchait plus avec la famille. Mais non, c'était un bel upgrade d'être ici avec les boys. Puis encore une fois, merci à Éducalcool, grâce à qui je peux recevoir des invités. Éducalcool qui nous encourage à nous questionner sur la relation qu'on a avec l'alcool, et c'est toujours des bonnes questions à se poser en tout temps. Je reçois Sébastien Fiset aujourd'hui, puis je suis bien heureux de te recevoir parce que je suis un grand fan de tes business, d'une en particulier. Si vous écoutez l'épisode et que vous avez déjà grignoté, bingé, dévoré du Cookie Bluff, ben sachez que Sébastien, c'est le gars qui est derrière ça, cofondateur de Cookie Bluff, propriétaire de Cookie Bluff. Tu es également propriétaire et fondateur de Boba Drink. Boba? Ouais. Boba Drinks. Et tu es un gradué de l'Université Laval. Effectivement. Qui avait comme désir au départ de devenir infirmier. C'est bon, c'est bon, t'as une bonne mémoire. Puis du jour au lendemain, pouf, tu te retrouves entrepreneur à rouler deux business qui sont en pleine expansion et qui sont extrêmement populaires. Parle-moi de comment t'es arrivé vers Cookie Bluff? Écoute, c'est sûr que j'ai un parcours qui est vraiment atypique, on veut dire. Quand que j'étais jeune, on a fait toute la même affaire. L'orienteur, c'était bien populaire là, dans les années que j'allais à l'école. Fait que j'étais allé à l'orienteur, je savais pas quoi faire dans la vie. Puis j'avais tout coché, puis le gars m'avait dit « Faut que tu sois infirmier, là, tu veux aider les gens, toi, t'es quelqu'un qui est proche du monde. » Fait que j'étais comme « Ok, parfait. » Puis ma grand-mère m'avait toujours dit « Sébastien, si tu veux réussir dans la vie, il faut aller à l'école. » Fait que c'était comme le mantra qu'on nous enseignait. Puis j'étais quelqu'un qui était quand même bon à l'école, j'avais pas besoin d'étudier, c'était naturel un peu pour moi à l'école. Ouais. Fait que... puis l'entrepreneuriat, ça n'existait pas. Dans ma famille, c'est jamais... Puis même à l'école, on nous enseignait pas ça. Soit que tu allais à l'école ou tu faisais un métier plus standard ou, tu sais, tu pouvais pas partir une business, ça n'existait pas. Fait que... Ben en fait, c'était pas enseigné, c'est ça. Exactement. C'était comme... ouais. Moi, le monde qui avait des business, là, tu sais, j'ai peut-être l'air niaiseux un peu de dire ça, mais c'était comme... Aucune idée comment ils ont fait. C'était de même. C'était de même. J'étais à la même place, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs non plus, puis c'est comme... C'est pas expliqué à l'école comment se partir une business, puis si tu l'as pas autour de toi dans ta famille, c'est dur en tabarouette d'avoir une compréhension de ça. Là. Exactement. Fait que moi j'en étais là, fait que je m'étais dit, bon, ben gars, je vais aller faire soins infirmiers. J'ai fait 2 ans en soins infirmiers, puis vu que j'étais quelqu'un qui avait pas une grande éthique en études et tout ça, puis c'était comme naturel pour moi, ben là, il y avait des cours où c'était plus compliqué un peu, hein, tu sais, comme la biologie 2, que je vais toujours me souvenir, puis... Tu sais, des fois, il arrive quelque chose dans ta vie, un échec. J'ai jamais coulé un cours, j'ai jamais raté un examen ou quoi que ce soit. Puis là, à l'examen final de biologie 2, j'ai eu 59,6. OK? Ça prenait 60. Puis, j'allais au cégep de Garneau à Québec. Puis, le département de soins infirmiers était dans un département vraiment différent. Puis, ils faisaient leurs propres règles. Normalement, tu es supposé majorer à 60, mais eux, tu avais 59,6, tu passes pas. Fait que, à ce moment-là, tu sais, puis moi, je me disais, jamais je vais faire ce cours-là. Ça avait tellement été dur. Puis j'avais étudié, tu sais, j'avais tout fait pour ça. Puis ça a été comme un déclic, me dire, hey, c'est peut-être pas fait pour moi. Ben oui. Tu sais, puis c'est fou, hein. Le point 4 points aujourd'hui a complètement changé ma vie, là. Tu sais, dans le sens que si j'avais eu ce point 4 points-là, tu serais peut-être pas là. Je serais sûrement pas là. Parce que ça a été comme l'élément qui m'a fait réaliser que c'était pas pour moi, ce métier-là. Est-ce que tu l'as vu au départ comme un échec, tu sais, comme tu l'as-tu pris durement ou tu t'es dit, c'est pas pour moi, puis il va y avoir une autre opportunité? Ben, à ce moment-là, comme je te dis, j'étais vraiment dans le parcours, il faut aller à l'école, il faut avoir un métier. Fait que là, j'étais comme, ben là, ça va être quoi, là, what's next, là? Parce que j'avais toujours la chance, à cause que j'étais né en juillet, j'étais tout le temps un peu plus jeune que les autres à l'école, j'avais quand même 1 an de moins. Mais là, je venais de perdre 2 ans. Fait que là, je me retrouvais à dire, OK, je vais faire quoi? Fait que j'ai décidé de faire mon bac en relations industrielles. Parce que là, je me disais, je vais engager du monde, je vais aider le monde différemment. C'est quoi les relations industrielles? Dans le fond, c'est des ressources humaines. En majorité, tu apprends le droit du travail, tu apprends tout ce qui est vraiment par rapport au travail dans la vie, là, à l'emploi. Puis, la gestion des employés. Exactement. Fait que je me suis dit, moi, je vais faire ça. Écoute, ça fait parfait parce que moi, je trouvais que les gens qui engageaient dans la vie, puis qui étaient comme un peu patrons, il y avait une certaine notoriété. Puis tu voulais travailler pour tu sais, c'était le fun d'être l'autre bord de la chaise pour une fois dans la vie, là, tu sais. Mais quand je suis arrivé sur le marché du travail, c'était plus ça. Là, c'était c'était les employés qui disaient, j'ai 10 entrevues aujourd'hui. T'étais comme,
Tu sais, Le rapport de force, il a changé. exactement. Fait que là, tu sais, toutes les illusions que je m'étais bâties avec ce métier-là, je trouvais ça vraiment difficile. Puis encore une fois, j'étais assis derrière un bureau, puis j'étais comme... Je regardais les journées passées, puis je me disais, hey, j'étais tellement malheureux, là. Tu sais, quand tu dis, t'arrives, t'es pas genre... T'es malheureux, là. T'sais, Non seulement t'as pas hâte d'y aller, t'es malheureux, t'es pas à ta place. exactement. Puis tu sais, moi, je me disais toujours, hey, est-ce que ça va être ça ma vie, là. Tu sais, à un moment donné, j'étais arrivé, j'avais 26 ans. Tu sais, j'étais bien, j'étais avec ma blonde depuis que j'ai 17 ans. J'ai 33 aujourd'hui. Fait que, tu sais, j'avais quand même une vie normale, on peut dire. Tu sais, mais j'étais malheureux, puis je me disais, regarde, ça doit être ça la vie. Tu sais, ça doit être ça. 5 à 6, tu sais, that's it. Fait que, un moment donné, j'étais couché dans mon salon un soir, puis je me promenais sur Facebook, puis je suis tombé sur une vidéo de pâte à biscuits à New York. Des monde qui faisait la file pour aller manger un compte de pâte à biscuits. Un magasin brick and mortar, là. Ouais, exactement. C'est le premier. Puis il y avait 10 000 commentaires sur... Puis tu sais, dans le Facebook, dans le temps, puis tout, c'était pas comme aujourd'hui. C'était en 2017, ça. Fait que tu sais, avoir un post qui avait 10-15 000 commentaires, c'était énorme, là, tu sais. Puis le monde du Québec, il disait « Hey, on va aller à New York manger un compte de pâte à biscuits. » Puis là, je me disais « Le monde sont assez fous pour aller manger de la pâte à biscuits à New York. » Fait que j'ai appelé mon meilleur ami, puis j'ai dit « Hey, on va faire de la pâte à biscuits. » Puis là, j'étais comme... Tu sais, je me cherchais une porte de sortie dans la vie, puis j'avais aucune idée comment que, genre, on allait faire ça. Mais quand je me suis couché ce soir-là, j'ai pas dormi de la nuit, puis j'étais comme... Il y a quelque chose qui avait débloqué, là. J'étais comme... T'avais une excitation. J'avais une excitation pour la première fois de ma vie dans quelque chose, puis je savais pas comment on allait faire, je savais pas qu'est-ce qui allait arriver, mais on allait lancer de la pâte à biscuits. À partir de là, c'est quoi ta première étape? C'est-tu, tu sais, de trouver une façon de faire de la pâte à biscuits qui est comestible, tu sais, puis qui va être approuvée là, par les régulations, là, tu sais, parce que moi, j'étais un grand fan, comme tout le monde, je pense, de manger de la pâte à biscuits sans avoir à faire les biscuits, mais ça reste qu'il y a un risque de santé là-dessus. Fait que, dans le fond, quand on a commencé ce projet-là en 2017, c'était vraiment c'était dangereux de manger de la pâte à biscuits, même que Santé Canada faisait des ads pour dire aux gens ne mangez pas de pâte à biscuits crue parce que les gens ont toujours pensé que c'était les œufs, mais la vérité, c'est que c'est la farine. C'est quoi les dangers? C'est le colis majoritairement qui peut s'introduire dans la farine. Parce que dans le fond, la farine, c'est du blé, puis il n'y a pas de traitement après. Là. Ils transforment le blé, mettent ça dans une poche, puis that's it. Là. C'est comme ça que ça se fabrique la farine. Fait que là, ça peut avoir été contaminé. Exactement. Fait que quand on la fait cuire, il n'y a pas de problème. Non, exactement. C'est vraiment c'était l'œuf aussi. C'est sûr que l'œuf aide pas, mais pour de vrai, aujourd'hui, avec les normes qu'on a au niveau des œufs, oublie ça. C'est rare qu'il va y avoir un problème avec l'œuf. Je comprends. Fait que on s'est mis à regarder, à dire bon, mais là, ça veut dire qu'il faut trouver une farine pour fonctionner, pour fabriquer cette pâte à biscuits-là. Puis là, on était tellement motivés, on fait des recherches en ligne, on a acheté un blender. Je vais toujours me souvenir parce que moi, j'avais un revenu assez limité, puis mon meilleur ami aussi, dans le temps, il y avait un petit garage de mécanique, il faisait ses affaires. Ça a toujours été un hard worker, là, un gars qui comptait pas 6 heures, il travaillait 16 heures par jour. Là, puis il était pas riche, là, on s'entend. Fait que là, je me rappelle, il avait acheté le blender, on avait mis ça sur la compagnie, puis on avait commencé à faire des recettes de pâte à biscuits dans mon salon. On avait trouvé une farine aux États-Unis, ça s'appelait la Safeguard. C'est la seule farine au monde qui était traitée thermiquement, qui appelle. Fait que c'est une farine qui passe dans des silos à vapeur. Puis il y a un double processus, puis ça élimine toutes les bactéries. C'était vraiment nouveau. Là. Écoute, il n'y avait pas de fournisseur au Canada de cette farine-là. C'était vraiment compliqué. Puis je me rappelle parce qu'on a fait shipper une poche, puis la poche est arrivée, elle était toute ouverte par les douanes. Elle voulait non contaminer. Ouais, exactement. Ben, j'avoue que tu t'es douanier, puis tu vois là, une poche de farine, tu sais, puis commandée par un individu, pas par une entreprise. Exactement. La farine était toute inventée, il y avait du tape partout. Comme, attends une minute, qu'est-ce qu'il fait Sébastien Fizet à Québec? C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Puis ça marchait pas. C'était pas bon. Parce que là, vous étiez juste à l'étape de faire des tests chez vous. Là. On était juste à l'étape d'un rêve, là. Tu sais, dans le sens que c'était pas super sérieux. Non, mais tu testes voir si tu vas être capable de créer une pâte à biscuits qui va goûter bon. Tu sais, la vérité, j'avais aucune idée comment ça marchait, là, le processus de l'alimentation. J'avais aucune idée de rien. Tu sais, je partais de rien. J'avais personne dans mon entourage qui avait aucune expérience en business au départ, encore moins en alimentation. Tu sais, mon père, il travaillait dans une cacaillerie toute sa vie. Tu sais, on a toujours eu un revenu très, très modeste, on peut dire. Puis, garde, c'est bien comme ça aussi, mais on a manqué de rien. Mais ça reste que, tu sais, on n'avait pas l'expérience dans mon entourage pour dire, hey,
il va se lancer une business de pâte à biscuits. Puis on faisait tellement rire de nous, Étienne, ça avait pas de bon sens. Quand on parlait de ça, c'était un gag. Là, genre, là, hey, les deux cons ont lancé une business de pâte à biscuits. C'était comme. C'est vrai que c'était drôle quand même parce que on était tellement. Puis, je le dis beaucoup aux gens, parce que le monde me dit, hey, comment t'as fait pour réussir? Parce que c'est devenu vraiment un succès incroyable, Cookie Bluff. Puis, je me disais, j'ai tellement été naïf, puis c'est ce qui m'a servi. J'ai tellement été naïf, puis j'écoutais pas ce que le monde me disait, puis j'étais comme, non, ça marche pas de même, je vais faire ça. Puis, au final, oui, j'avais un bon instinct, mais ça reste que la naïveté m'a amené vraiment énormément parce qu'écoute, cette histoire-là de porte à biscuits, après ça, on a embauché un laboratoire. Charles, mon ami, lui, avait son cousin, il fabriquait de la bière. Puis, à un moment donné, on l'a approché, puis on lui a dit, ben, tu sais, comment qu'on fait pour développer une porte à biscuits, tu sais, de rien. Puis il dit, venez, il y a un centre à la Pocatière qui fabrique plein de produits, puis il y a des subventions, puis tu sais, il y avait plein d'affaires dans ce temps-là par rapport à ça. Puis le centre s'appelle le CDBQ pour les gens qui sont intéressés. CDBQ? Le CDBQ, oui, exact. Des gens extraordinaires d'ailleurs. C'est le plus gros centre à l'est du Canada pour le développement de produits. Ils sont spécialisés dans tout. Là. Ils font n'importe quoi. Là. Vous avez une idée de produit, quelque chose. Vous autres, ils prennent votre projet, ils vont chercher subventions, ils remplissent tous les formulaires. Tu sais, c'est vraiment là, une belle organisation. C'est incroyable, tu sais. Puis, quand on est allé les rencontrer, on a rencontré Mélissa, que je remercie, qui est rendue une amie aujourd'hui parce qu'elle a suivi tout le parcours. Elle a développé notre deuxième business aussi. Puis, elle nous a dit, les gars, c'est la première personne qui croyait en nous. Puis elle nous a dit, si vous n'êtes pas millionnaire avec ça, là, c'est parce que vous êtes trompés, là, à quelque part. Fait que là, c'est le fun, un beau de confiance. Exact, c'était la première fois qu'on avait quelqu'un qui croyait en notre idée, puis là, qui était comme motivé par rapport à la business. La seule affaire, c'est que ça coûtait 80 000 pour développer les recettes. Puis, attends une minute, mais 80 000, puis il développe la recette, mais exact. encore après ça, faut-il que tu la fasses produire à quelque part? T'as juste la recette. T'as juste la recette. Fait que le R&D, là, c'est 80 000, puis ça venait-tu avec des garanties qui te trouvent une recette qui te plaît? Oui, pas mal. Ouais, okay. Je veux dire, si mettons, ils disent qu'ils peuvent pas faire le projet, ils vont te le dire d'avance. C'est pas des menteurs. Ils évaluent le projet, ils font, regarde, nous, on est capable d'arriver à ça. Puis écoute, des heures supplémentaires, ils en ont mis, puis ils n'ont pas changé. Puis ils te remplissent la paperasse pour les subs. Exact. Fait que là, ils vont dire, bon, ben regarde, présentement, il y a tel programme qui est ouvert, tel programme. Puis dans ce temps-là, on était chanceux parce que aujourd'hui, c'est plus tough un peu. Là. Les programmes, depuis 1 an ou 2, sont plus difficiles. Il y a beaucoup de choses en alimentation santé, d'ailleurs, mais avec des critères vraiment stricts. Là. Puis des affaires, des fois, tu te dis, pourquoi, tel critère? Mais dans le temps, il y avait un programme à l'innovation. Fait que, puis je remercie le MAPAC qui a embarqué, puis Innov Québec, parce qu'ils ont changé notre vie un peu. Puis aujourd'hui, on nous ont beaucoup aidé aussi après, parce qu'on a été un très gros succès. Puis ils ont investi 75% en recherche et développement. Mais ça prend l'argent quand même au début parce que l'argent, elle rentre pas. Non, c'est ça. Faut que tu affrontes. Là. Exactement. La subvention, elle rentre juste une fois que tu as payé le travail qui a été fait. Ben oui. Fait que c'était pas glamour notre affaire. Charles, lui, il travaillait jour et nuit. Il payait plus ses fournisseurs. Puis là, il jonglait avec il faisait des paiements de... c'était vraiment là, le vrai hustle d'entrepreneur, c'était vrai. Là, c'était pas, on n'avait pas d'argent, on rencontrait des banques. Écoute, on a rencontré des banques. Là, l'histoire la plus fascinante des banques qu'on a rencontrées, c'est on les a tous rencontrés, ils ont tous dit non. Mais on avait un espoir. Dans le temps, j'avais emménagé en Beauce avec ma blonde, puis parce qu'on n'avait pas un énorme revenu, puis c'était la meilleure façon de pouvoir avoir une première maison. Économiquement, là. Fait qu'on on s'était éloigné un petit peu, puis il y avait une banque là-bas qui aidait les entreprises. Puis les critères étaient vraiment moins élevés, puis ils étaient boostés avec une subvention du gouvernement. C'était vraiment plugué leur affaire. Ouais. Puis on rencontre la madame, puis tu voyais que elle aimait pas notre profil au départ. Elle aimait pas du tout notre profil, mais je suis quand même un bon vendeur. Puis on fait un méchant pitch. Là. C'était incroyable le pitch qu'on a fait. Puis tu sais, le projet était bon. Pour de vrai, l'idée, tout ça, je comprends que ça avait l'air farfelu, mais ça n'existait pas. Puis il y avait quand même... Le monde, il tripait sa porte à biscuits, tout ça. Puis c'était pas... On n'avait pas besoin d'énormément d'argent. Là, on cherchait un 50 000 pour dire on va se lancer comme il faut. Puis à la fin du pitch, écoute, ça a duré 1h30. La madame, elle nous regarde, elle dit... Désolé les gars, mais avant de venir ici, j'ai fait mes devoirs. Là, puis j'ai vu une recette de Ricardo. Il met la farine dans le micro-ondes. Fait que je comprends pas votre histoire de farine. Tabarnak. Et là,
Après 1h30. Là, on était comme, ben oui, c'est vrai, on va acheter un micro-ondes géant, puis on va mettre la farine dedans, tu sais, tu sais, ça faisait aucun sens, puis même, tu sais, ça ferait rire n'importe quelle personne en R&D, là, ça fait aucun sens, là, tu sais, comme... Fait que, tu sais, là, on a compris que notre chien était mort, mais tu sais, tu te rends compte à quel point... c'est raide. C'est raide, exact. C'est raide. Tu retournes chez vous après, puis t'es comme... Puis... on s'est pas questionné beaucoup dans le processus. On y croyait tellement. Puis, tu sais, on n'a pas eu beaucoup de remises en question. On a eu 3. Ça a été une des bonnes remises en question. Puis j'étais comme, hey, là, on va-tu... tu sais, on va-tu y arriver? Tu sais, genre, on n'avait pas d'argent. Puis là, il fallait que je lâche ma job. Parce que je travaillais en ressources humaines dans un garage. Puis ça allait plus ou moins bien aussi. Comme je te dis, j'étais tellement malheureux. Tu sais, j'étais comme... J'avais une pression, là. Puis, tu sais, des fois, je vois beaucoup de gens dans mon entourage aussi qui sont malheureux dans leur vie aussi, mais c'est dur d'avoir le courage de changer. C'est dur d'avoir le courage de dire je vais faire un move que genre. Dans le vide. Exactement. Puis là, en plus, quand tu fais ce move-là pour toi-même, ben, le monde te juge en plus. Ils sont comme t'es malade, tu sais, qu'est-ce que tu fais là? Puis pourquoi tu fais ça? Voyons donc, t'as une job, blablabla. Hey, je me rappelle, mon père, il m'appelait tous les jours, il me disait puis t'as trouvé une job? Moi, je cherchais pas de job, mais tu sais, je disais pas oui, tu sais, je cherchais une job. Ouais, exactement. Puis c'est correct, dans le sens que, tu sais, je comprends que lui, il était vraiment anxieux, tu sais, par rapport à la situation. Puis c'est vrai que notre idée était farfelue. Puis, tu sais, il devait se dire, voyons, mais qu'est-ce qu'il fait là? Tu sais, genre, t'es à l'université, puis là, il se lance une business de pâte à biscuits. C'est vrai que ça faisait pas vraiment de sens. Ouais. Mais, tu sais, quand vraiment, au fond de toi, tu te dis, là, faut que je change ma vie, là, tu vas aller all-in dans quelque chose. Puis, je l'ai fait, puis j'étais pas quelqu'un qui avait une énorme éthique de vie non plus. Puis, tu sais, je me plais à dire que j'ai toujours commencé des choses sans jamais les finir. Puis je pense que c'est un défaut que beaucoup de gens ont. Ah, ok, je m'embarque là. Ah, bon, j'arrête. Ouais. Puis là, je m'étais dit, hey, non, je vais aller jusqu'au bout de cette idée-là. Fait que, une fois qu'on a commencé à faire les recettes, on s'est dit, hey, ça nous prend un brand, tu sais, parce que. Ouais, mais attends une minute. Là, la banque t'a refusé ton prêt. Ouais. Ton. Charles, je pense que tu exact. Lui, bon, il jonglait entre être en retard pour les paiements de ses fournisseurs. Encore plus. Puis, fait, est-ce que vous avez hustle your way jusqu'à 80 000 de cette façon-là? Avec 0 $. OK, wow. Fait que, puis là, attends. Mais toi, tu y dois 40? Ouais, exact, exact. Fait que là, tu sais, moi, j'étais comme... Puis, ça a toujours été au-delà de ça avec Charles. Aujourd'hui, tu sais, il a quitté Cookie Bluff pour des raisons X, mais... Charles, ça a été mon meilleur ami dans ce temps-là, puis c'est encore mon meilleur ami aujourd'hui. Malgré qu'on a vécu une séparation il y a 2 ans, ça a été vraiment un moment super difficile, j'en parlerai un peu plus tard, mais on n'a jamais vu l'argent d'une façon genre « Ah, toi, t'as 50. » Moi, ça a toujours été comme « Hey, on fait ce qui doit être fait. » On bâtit un brand. Exactement, on va le faire ensemble, puis garde. Je me souviens qu'il travaillait la nuit, puis il me donnait de l'argent autour de la table pour que je fasse l'épicerie, là. C'était pas fancy, notre affaire, là. Fait que, tu sais, je suis prêt. Puis... J'aimerais ça dire que, tu sais, j'entends souvent des podcasts d'entrepreneurs puis tout ça, que je connais leur vraie histoire, puis l'histoire, elle change à travers les années. Tu sais, tu écoutes, tu fais comme, ouais, c'est pas vraiment de même que ça a commencé ton affaire. T'avais quelqu'un au début. Tu sais, moi, mon histoire, c'est la même depuis le début. Charles, il était là, puis s'il avait pas été là, je serais pas où je suis aujourd'hui. Puis jamais cette histoire-là va changer parce que ça fait partie de l'histoire, puis ça fait partie de moi. C'est grâce à lui, en partie, tu sais, qu'on est là aujourd'hui. Ben oui. Fait que... Tout ça pour dire que lui, il a continué à vraiment hustle puis à travailler comme un malade là, pour qu'on réussisse à faire ce projet-là. Puis il croyait autant que moi. T'sais. Fait que. Puis il avait plus de contacts que moi dans le milieu parce que moi, je faisais des ressources humaines. Je connaissais personne. Fait que. Il y avait un ami qui avait une agence de marketing à Québec. Puis on leur a dit, ben on va pitcher, tu sais, on savait même pas c'était quoi un brand, on savait rien. La vérité, c'est ça, tu sais. Puis là, quand tu fais ça, t'as-tu tes saveurs, tu sais, On commençait à avoir une idée, parce que là, on avait dit, on va faire un chocolat, après ça, on va faire un brownies, puis on voulait un gâteau de fête, parce qu'on avait ça au US, tu sais, avec des sprinkles. Puis on s'était dit, on est au Québec, on va faire un érable et noix. Fait que là, c'était comme genre les 4 saveurs qu'on s'était dit qu'on voulait faire. Fait que... Là, quand on est allé voir l'agence, on leur a expliqué un peu ce qu'on voulait faire. Puis eux, ils trippaient. Mais tu sais, ils trippent tout le temps, et c'est sûr. Les clients, exactement. Ils ont intérêt à tripper sur ton produit. Ils trippaient vraiment. Puis moi, Étienne, je voulais être le Häagen-Dazs de la porte à biscuits. C'était ça mon rêve au début. Je me disais, je veux faire un brand parce que, genre, tu sais, quand tu regardes le brand, c'est vraiment luxueux. Puis tu sais, c'était ça, là, c'était ma vision, OK? Mais c'était ma vision. Je voulais faire ça. Puis eux autres, c'était pas la vision qu'ils avaient. Puis je me rappelle, 2-3 semaines plus tard, ils nous reviennent avec des premiers ébauches.
Puis pour ceux qui connaissent Cookie Bluff ou vous irez voir le site web, ben, on a un personnage qui est un nuage, dans le fond, de porte à biscuits qui va changer selon les saveurs. Mais quand ils nous ont présenté les premières ébauches de ce nuage-là, ça avait l'air d'un petit emoji caca. Ça a toujours été un peu le running gag, dans le sens c'était comme l'emoji caca. Fait que quand ils m'ont présenté ça, tu sais, ça n'a pas passé, là, dans le sens que c'était pas le Häagen-Dazs de la porte à biscuits, on s'entend, là. Puis, j'ai pas honte de le dire aujourd'hui, mais quand je suis arrivé chez nous, c'est la première fois que j'ai pleuré en business, parce que là, tu sais, first, tout le monde rit de toi, tu sais, le projet avance pas, t'as pas d'argent, tu sais, ça va pas bien. Là, Ah ouais, tu mets tellement d'efforts, puis en plus, t'es déçu. Exact. Fait que... C'est la déception. Tu sais, là, t'es comme, ben là, tu sais, ça, c'est la deuxième fois que j'ai comme vraiment douté. Là, j'étais comme, ben là, ça marchera pas, mon affaire. Là, genre, tout allait dans le mauvais sens. Il n'y a rien qui marchait pour nous autres. Ouais. Tout le monde nous disait non, on rencontrait le monde. Fait que, puis, encore une fois, j'en profite pour remercier plein de monde dans mon parcours, justement, parce que je pense que quand tu es entrepreneur, c'est jamais toi-même. Au final, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui sont arrivés dans mon chemin puis qui m'ont permis d'être là. Puis je pense que s'entourer, c'est la plus grande valeur que tu peux avoir en business. Puis de tout le temps dire, OK, ben, hey, je vais mettre mon trust dans cette personne-là puis il va m'amener ailleurs. Puis c'est comme ça que tu évolues en business. Ouais. Puis moi, c'est comme ça que j'ai vraiment évolué. Puis au deuxième pitch de cette agence-là, il me représente encore le bonhomme un petit peu plus détaillé. Puis il y avait un gars qui se nommait Francis qui m'a toujours marqué, un vrai extraverti. Eux autres, ils avaient créé un brand à un moment donné, ils avaient copié Red Bull, puis ça s'appelait Slow Car. Puis ils avaient fait tout l'inverse de Red Bull, puis le marketing, c'était du génie, OK? C'était la même canette, mais au lieu d'être un bœuf, c'était une vache. Puis tu sais, c'était du génie pour de vrai. Mais ils se sont fait poursuivre dans tous les pays, là. C'était comme, ils se sont fait poursuivre dans 7 pays, je me souviens. Ça n'avait pas de bon sens. À cause que ça ressemblait tellement à Red Bull que... Mais tu sais, c'était du génie parce que ça marchait, là. Tout le monde en parlait, c'était vraiment... Le monde, il pensait que c'était Red Bull qui l'avait fait tellement que c'était bon, là. Tu sais, genre... Ouais. Mais ça pour dire que ce gars-là, il pensait tout le temps différemment, puis... Ça m'a marqué parce que je me rappelle, il est arrivé dans le temps, il y avait un Hyundai, le muffler traînait à terre. Tu sais, c'était vraiment un excentrique. Là. Tu sais, quelqu'un là, qui a des... Un personnage. Un vrai personnage. Puis il s'est assis, il s'est mis devant le tableau, puis il se faisait des dessins, puis il me racontait l'histoire de l'univers, des personnages. Puis je vous le dis, là, c'est le genre de gars, tu t'assis ici au podcast, là, tu vas y parler pendant 4 heures, puis tu veux pas qu'il s'en aille. Tu sais, genre, tu rentres dans un univers qui est complètement... Jamais t'aurais pensé aller là, tu sais. Puis là, il commençait à m'exciter. Puis là, j'étais là, ouais, mais tu sais, moi, je veux vraiment avoir le Häagen-Dazs. Puis il m'avait dit, Sébastien, tu sais, quand tu fais un produit puis tu lances un brand, n'importe quoi, tu le fais-tu pour toi ou tu le fais pour les autres? C'est qui tu veux qui achète ton produit? Puis cette phrase-là a vraiment changé mon histoire en affaires parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir teinter qu'est-ce qu'on veut faire. Puis pas nécessairement qu'on est le client cible ou la personne qui va se ramasser à acheter ce type de produit-là. Faut que tu penses aussi, tu sais, dans l'agroalimentaire, là, quand tu as un produit qui se mange ou qui se boit, c'est un moment. À quel moment ils vont prendre ça? On a, même avec mon brand de sac édition 22, tu passes ça puis tu te dis, je vais faire de quoi? Ça va être du high-end. Ouais, attends une minute, là. Tu sais, c'est pas ça le moment, là. Toi, tu veux quelque chose qui est polyvalent, tu veux quelque chose, tu sais, atypique. Nous autres, les drinks, là, je sais c'est quand le moment que les gens vont le boire. Fait qu'il faut que tu aies un produit qui fit avec ce moment-là. Dans la pâte à biscuits, j'ai pas l'impression que c'est dans les hôtels 5 étoiles. Non. Puis, tu sais, à la fin d'un souper mondain, qui vont se prendre une pâte à biscuits. Tu sais, ça va être justement quand tu binge eat à la maison, tu te tapes un film, tu sais, un moment avec ta blonde, un moment où tu as le goût de célébrer. Tu sais, fait que ça prend un branding qui va fitter avec ça. T'as raison, mais tu sais, à ce moment-là, moi, j'avais juste tu sais, j'avais tellement pas d'expérience, puis c'était comme, OK, c'est de même qu'il faut que ça se passe. Puis tu te fais comme un scénario dans ta tête de comment que ça doit être, puis c'est dur de se fier aux gens, puis t'es comme, tout le monde, on dirait que personne veut que tu réussisses, fait qu'à un moment donné, tu te dis, en qui je vais faire confiance, tu sais, puis mais j'ai tellement vibé avec cette personne-là, puis je pense que la raison pour laquelle j'ai beaucoup réussi en affaires, c'est que j'ai réussi à faire confiance aux bonnes personnes. Tu sais, c'est ça la différence aussi, c'est qu'il y a une différence entre faire confiance à tout le monde et faire confiance aux bonnes personnes. Ouais. Puis ça m'a toujours servi d'avoir un bon flair sur les gens. Puis cette fois-là, j'ai dit, OK, regarde, sais-tu quoi, j'embarque dans ton concept de petit bonhomme fou, genre de cookie dough qui est joyeux, puis tout ça. Puis on est vraiment allé all-in dans ce concept-là. Puis, fait que là, dans la partie de l'histoire, c'est qu'on commençait à avoir un brand, on commençait à développer le produit. Mais là, c'est bien beau tout ça, mais
il n'est pas fabriqué, ce produit-là. Là. Oh shit. Ah, c'est Fait ça. En que plus, là, avant la distribution, il faut que tu aies c'est vrai, la Exact. production. C'est la partie la plus importante que tu te dis, OK, c'est cool, mais encore une fois, tu es comme, ça va se fabriquer, là, quelqu'un va le faire. Nous, on voulait pas se lancer une usine parce que la meilleure façon, quand tu veux te lancer un brand, c'est qu'il faut que tu sois capable d'avoir quelqu'un pour le fabriquer à ta Ouais, place. tu le fais co-packer. Puis... Sauf que là, après ça, c'est. T'avais-tu les plugs de la gang du CDBQ, dans le sens où eux autres, ils le font faire à quelque part? Eux autres, non, eux autres font l'échantillon de laboratoire. Après ça, le scaler en grande affaire, ils ont quelques contacts, mais la vérité, c'est que c'est tough là, de trouver une usine qui veut fabriquer ton produit. Surtout que nous, vu que c'est une innovation, puis la méthode d'emballage qu'on voulait utiliser, c'était des pots de plastique. Ouais. Fait qu'il n'y a personne qui faisait ça au Canada, mettre de la pâte à biscuits dans un pot. Là. Fait que là, il faut que quelqu'un, quelque part, dise OK, j'y crois, puis OK, je vais le mettre de la pâte à biscuits dans un pot. Fait que là, on s'est mis à rencontrer des usines. On a rencontré 2 grosses usines à Québec, les plus grosses. Je les nommerai pas parce que ça n'a pas été une bonne expérience. Il y en a une qui ont été vraiment chill. Ils ont juste dit, écoute, ça ne peut pas fonctionner pour nous à cause de la machinerie et tout ça. La deuxième, on est allé la rencontrer. C'était 2 filles qui venaient de reprendre l'entreprise familiale. Puis quand on a présenté le projet, là, le meeting a duré 30 minutes, puis ils ont pleuré de rire tout le long. Puis ils nous disaient, hey les gars, vous êtes tellement cons là, de lancer ça. Puis vraiment sérieux, là, vous êtes vraiment cons. Genre, vous allez faire faillite, là. C'est un projet de merde, là. Puis ça a été quand même un coup dur aussi dans notre parcours. Puis ça a été le dernier moment où on a vraiment comme fait, hey là, qu'est-ce qu'on fait? À un moment donné, t'es sur le high, là, puis tu te dis, OK, mais là, je suis vraiment en train de tout être all-in dans un fucking projet de porte à biscuits. Tu sais, à un moment donné, tu rationalises, tu fais genre, OK, c'est vrai, là, tu sais, genre, on va faire de la porte à biscuits, là, genre, tu sais, je sais pas si tu comprends, à un moment donné, t'es dans le hype, t'es là, je m'en fous, je vais faire la pâte à biscuits, puis là, t'es comme... À un moment donné, tu step back, puis tu t'écoutes ce que tu te fais dire, qui est logique, mais qui est pas rêveur. Puis là, mais toi, ils sont pas dedans comme toi, t'es dedans. Non, il y a personne qui était dedans. Puis, fait qu'eux autres, on rit de vous. Ils ont vraiment, vraiment ri de nous, puis ça a été vraiment un coup dur parce que là, on trouvait plus personne pour fabriquer le produit. Puis là, on avait tout mis le cash dans du cash qu'on n'avait pas. La vérité, c'est qu'on a mis du cash qu'on n'avait pas. Même l'agence, on l'a signé, on leur a dit, hey, on pourrait-tu vous payer à la fin? Puis vu que c'était un chum qui connaissait ça, il a dit, garde, OK, on va tirer paiement, blablabla, pas de trouble. Mais là, l'usine, c'est pas mal le plus important. Puis on n'avait pas de contenant non plus. Trouver le pot, ça a été tough. Puis je supprime la partie du pot parce que c'est pas intéressant, mais ça a été vraiment tough de trouver une usine qui voulait fabriquer un pot avec le design. Puis on trouvait personne. Ouais, dans un coûtant qui fait du sens aussi. Puis là, dans des volumes que tu n'as aucune idée. Là, tu fais comme, OK, le coûtant va être tant si tu en commandes 50 000. Ouais, attends, là. C'est bon, Étienne, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Dans le fond, là, le monde tombe tout là. OK, c'est quoi tes forecasts? C'est les forecasts. Ben, je sais-tu, j'ouvre une catégorie. Voyons, je sais pas. Puis même encore aujourd'hui, je me fais demander ça dans certaines nouveautés. Je suis comme, mes forecasts, regarde, mais qu'est-ce que je te dis? Tu veux que je t'invente de quoi? Genre, Puis j'ai compris de poser la question. Oui, c'est correct. Parce que la dernière affaire qu'ils veulent, c'est un Sébastien ou un Étienne qui appelle, qui fait comme, qu'est-ce? C'est malade, si j'ai besoin que tu triples la production. Ouais, OK, attends une minute, parce qu'eux autres, ils voulaient prévoir leur patent. Mais c'est tough. Puis finalement, vous avez trouvé où? Là, on a trouvé un gars en Beauce qui fabriquait du plastique. Puis lui, il a dit, OK, parfait, je vais vous faire comme 30 000 pots. Mais c'était vraiment compliqué. Là, il fallait acheter des moules. Puis c'était pas simple. Mais c'était pas la partie... au final, on a réussi à s'en sortir avec cette partie-là. C'était vraiment l'usine qui était problématique. Puis on a rencontré une usine dans le coin de Montréal qu'eux, ils avaient dit, OK, c'est la première fois qu'on rencontrait une usine qui était comme, bah, on va le regarder. C'était pas non. Ouais, c'était pas non. Puis même qu'à un moment donné, c'était oui. C'était comme, OK, regarde, on va prendre telle machine, on va faire comme ça. Puis ils nous ont fait un prix. Puis là, tu sais, encore une fois, le prix, sais-tu, nous autres, comment ça marche? Tu sais, genre, on paye tant, on vend ça, on n'a aucune idée comment ça marche les marges en épicerie. Tu sais, on n'avait pas de mentor, on n'avait personne. Puis l'affaire, c'est que dans l'alimentation, les gens, en 2017, quand on a lancé, c'était pas mal toujours des vieux de la vieille, du monde qui a des vieilles mentalités. Puis c'était pas du monde qui voulait nous aider. Là, tout le monde disait qu'on allait échouer de toute façon. Puis ça valait pas la peine de nous donner du temps pour ce projet-là. C'est ça la réalité. Fait que le prix, c'était vraiment cher. J'avais réussi à analyser quand même un peu parce que mon frère, il travaillait dans une épicerie, il était gérant de viande. Puis là, il regardait ça, on était comme, hey, on va faire vendre 10$. On va faire vendre notre pot de porte 10$ pour faire un peu d'argent. Ça faisait pas de sens. Puis plus que le parcours avançait avec eux, là, on a développé les recettes avec le CDBQ. Puis au début, c'était plus ou moins bon, puis ça a avancé. Puis à un moment donné, c'était très bon. Puis là, on a commencé à être confiant avec ce processus-là a pris combien de temps? Ça a duré 1 an. Okay. Parce que ce qui coûte cher dans la recherche et développement, c'est pas le développement, c'est les tests en lab. Fait que eux, ce qu'ils font, c'est qu'il y a à peu près, sur mettons 80 000,
T'as à peu près 50 000 de tests. Ouais. Fait que là, il a envoyé ça en lab. Fait qu'il t'assure que c'est C'est sa legit, coche. puis c'est selon les régulations une fois que tu l'as dans les mains. C'est ça à coche, puis même après, on a eu un support. Puis ils ont toujours été là. Ils sont même venus à l'usine pour la production. Wow. C'est vraiment ça à coche. OK, regarde, je vais pouvoir jamais dire un mot contre eux. Là. C'est vraiment une entreprise extraordinaire. Puis là, plus qu'on avançait dans le processus, plus que l'usine qu'on avait trouvée, il m'appelait, puis il était là. Ouais, finalement, on va peut-être changer tel ingrédient. Puis on va peut-être. Parce que nous, on avait choisi tous les ingrédients, puis c'était rien que les meilleurs ingrédients. T'sais, on choisit le chocolat, c'était le chocolat Barry Callebaut. C'est le meilleur chocolat que tu peux acheter au Canada. C'était tout le temps genre le meilleur, top, le meilleur. C'était même qu'on était arrivé puis c'était cher aussi, c'était au beurre. T'sais, le beurre, ça coûtait une fortune. Fait que là, il était là, ouais, mais là, nous autres, on tient pas ça en inventaire parce que ce que les gens doivent savoir aussi, c'est que c'est bien beau quand t'as une usine, là, surtout dans le food. Quand ils rentrent un nouvel ingrédient, c'est un nouvel intrant là, pour eux. Il faut tout qu'ils fassent un nouveau processus, surtout quand ils ont des certifications. Ça a l'air simple là, de même, mais c'est vraiment compliqué. C'est que tout un processus. Puis nous autres, le 3/4 de nos ingrédients, ils étaient nouveaux pour eux. Ouais. Fait que, Il voulait aller dans une certaine facilité. exact. Ils voulaient dans une facilité. Puis là, il était là, ben là, le pot, on est plus sûr. On pourrait mettre ça dans un sac de plastique, faire Oh, des shit. pocs. Puis là, j'étais comme, écoute, Là, je commençais vraiment à réfléchir à ça. Puis là, je me disais, ça fait pas de sens. Il y a de quoi qui me disait là, tu peux pas rester là. Il va arriver quelque chose. Ça marchait pas. Il y a rien qui fonctionnait. Puis en plus, il voulait qu'on finance les ingrédients. Et là, c'était comme 60 000 qu'il fallait acheter d'ingrédients. On était déjà under pas mal. Ouais, On n'avait ouais. pas d'argent. Fait que, un moment donné, je prends mon téléphone, j'appelle la fille du laboratoire. Je dis, écoute, cette usine-là, finalement, là, non, je le file vraiment pas. Faut trouver quelqu'un d'autre. Fait que là, elle me donne le nom d'une usine qui est Novali Gourmet à Boucherville, pas tellement loin de chez vous. Puis quand je l'ai appelé, c'est la première fois qu'on avait une rencontre que la personne était vraiment excitée. Puis elle a dit, on était un jeudi, elle dit, pouvez-vous venir demain? Fait que là, ben ok, prends mon char, t'arrives là-bas. Elle arrive dans la salle, une grande salle avec une grande table, juste moi puis Charles. Puis ils sont assis au bout de la table, il y avait le président de la compagnie, puis il y avait Dominique qui est rendu une bonne amie aussi. Puis là, on leur pitch l'idée de la porte à biscuits, puis les autres sont comme les yeux qui pétillent. Ben voyons, Ah c'est ouais, hot. puis là, ils sont là, hey, on a de la demande pour ça, on a des bars laitiers qui veulent avoir de... Là, c'était la première fois... Ouais, exactement. Mais là, c'était quasiment trop. C'était comme, ah oui, puis là, c'était... Il était all-in, là. On mais... se fait niaiser, ça? Ben non, on se disait plus, ben là, tu sais, si on leur donne nos recettes, tu sais, une recette, c'est pas brevetable, là, tu sais. Ouais. Puis il était comme, OK, envoyez-nous nos recettes, puis demain, on va vous faire un prix, puis on va regarder ça. Mais là, t'as beau signer un NDA, tout ça, toi, t'es personne. Tu signes un NDA pour une recette, là, c'est facile de changer un ingrédient, puis t'as pas fabriqué une affaire informatique où t'as une technologie épouvantable, là, tu sais. Puis nous, les recettes, à ce stade-là, c'était tout ce qu'on avait. Tu sais, on n'avait rien sauf des recettes, au final, tu sais. Fait que c'est drôle parce que quand on se raconte cette histoire-là avec la personne responsable, elle est comme, hey, j'étais tellement contente, puis elle était supposée partir en vacances, puis elle a fait un prix le lendemain matin. Moi, j'ai écrit un gros email, puis je suis arrivé chez nous, j'ai dit à ma blonde, ça faisait une couple de mois que je me disais, il va y avoir quelque chose dans ma vie qui va se passer, puis ça va être genre do or die, tu sais, ça va changer ma vie d'un sens ou de l'autre. Puis j'avais l'impression que c'était ce moment-là. Puis je me suis dit, soit je me fais voler mes recettes, puis tu sais, on est mort, puis fuck off, je me retrouve une job, puis garde, notre rêve il est mort. Ou je donne les recettes, puis on va scaler, puis on... Fait que j'ai écrit un gros email, puis tu sais, j'étais allé avec les sentiments, j'ai dit, regarde, tu sais, nous, on sait tout ce qu'on a, puis j'ai envoyé cet email-là. Puis le lendemain, un samedi à 8h, j'avais des prix qui étaient 50% moins chers que l'autre Que personne. l'autre usine. Puis eux, ils nous offraient de financer les ingrédients. Fait que ça a été un moment clé dans puis, tu sais, c'est parce qu'on n'a jamais lâché aussi. On aurait pu dire on continue avec la première usine, puis la vérité, c'est qu'il fallait faire un changement, puis on a finalement trouvé, tu sais, la personne qui croyait en notre projet. Puis ils croyaient tellement que dans le développement, ils nous ont sauvés, là. T'as même pas idée comment ils ont été là pour nous. Puis quand on empotait la porte à biscuits au début, là, c'était comme le film Charlie de la chocolaterie, là. C'était des Oompa Loompa, là, quasiment. On fermait les pots avec un marteau. Il y avait une trentaine d'employés. C'était l'enfer, là, parce qu'ils n'avaient jamais fait ça. Ah ouais? Tu sais, mettre de la porte à biscuits dans un pot, puis là, c'était Oompa Loompa. C'était l'enfer, là. On fermait tous les pots de porte à biscuits à la main. Puis là, c'est bien beau, on a trouvé l'usine, mais on n'a personne pour le vendre. Ben oui, c'est ça. Tu sais, c'est bien beau, mais qui va le vendre ton produit? Ouais. Puis moi, en plus, là, je commençais à parler d'une couple de monde en business qui était en alimentation. Puis là, le monde me disait, hey, moi, je le vends chez IGA. Tu sais, c'était comme mon rêve de vendre chez IGA. Ouais. Puis le monde me disait, c'était possible de rentrer chez IGA, ça prend 3-4 ans avec des preuves de vente, blablabla, tu sais, tes personnes. Puis là, j'étais comme, m'appelez moi chez IGA. Fait que, tu
tu sais, quand je te parlais de la naïveté tantôt, c'est ça. J'ai appelé au siège social d'IGA. Ouais. Là, la madame a dit, ben, j'ai jamais eu un appel de même. Elle a dit, écoute, je vais te transférer à quelqu'un. Puis là, j'ai laissé un message sur une boîte vocale. J'étais comme, salut, mon nom c'est Sébastien. J'ai réinventé la pâte à biscuits. Puis moi, je vais vendre la pâte à biscuits chez vous. Pouvez-vous me rappeler, s'il vous plaît? J'ai raccroché. C'est que j'aime ça. Puis là, bon, je racontais ça. On était tellement cave. Tu sais, genre, j'étais j'ai quoi à perdre, là? Je te jure, Étienne, 4 jours plus tard, j'ai reçu un appel. Salut, c'est Samuel de IGA. J'ai eu ton message. Je suis l'acheteur principal dans la catégorie du réfrigéré. Écoute, tu tombes à un bon moment. Tu sais, on est il y a un down un peu dans cette catégorie-là, puis on cherche des produits innovants. Tu veux-tu nous rencontrer? Là, c'était comme. Tu sais, j'ai raconté ça au monde. C'était possible. Là, je te dis, il m'a rappelé, puis je vais y aller, tu sais. Ouais. Fait que, on se craint, puis. On se pointe avec des pots transparents, avec le brand collé, avec du tape. Tu sais, une affaire pas possible. Tu sais, naïf, mais on s'en foutait, là, tu sais. On y croyait en notre produit, tu sais. Mais tu le vois là, dans ta tête, le pot avec le brand avec le snap. Puis c'était pas chic, c'était tout découpé au ciseau. Puis là, je me rappelle, j'avais été minutieux. Tu voulais que ça soit beau. Tu sais, je voulais que ça soit beau quand même, là, tu sais. Puis le gars, on présente ça, on met ça sur la table, il dit ouais, parfait. Là, puis tu sais, on était cons, là, on disait oui à tout. Là, pouvez-vous livrer ça? Ah oui. Tu sais, on voulait tellement rentrer. Tu veux le deal? Mais oui. Exactement. Fait que, à la fin, il dit parfait, regarde, ça nous intéresse, ça coûte 80 000 pour rentrer les produits. Fait que là, on était là. Ok, fine. Ouais, pas de trouble, on l'a. Frais de listing. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qui est très ignoré du public. Mais c'est un concept qui est en train de disparaître un peu, mais ça coûte de l'argent pour entrer en épicerie. C'est fait clair. puis on avait réussi à négocier avec eux qu'on payait la première partie, puis après ça, après un an, on allait payer la deuxième partie. Fait que ça a été quand même fait à ce niveau-là, mais on n'avait pas l'argent quand on a signé, tu sais. Mais on avait réussi à négocier, garde, on va payer quand on va avoir la première commande. Fait que comme ça, on va pouvoir se financer. Mais tu sais, la vérité, c'est que le monde y pense là, qu'il y a des produits en épicerie, là, ça vend là, genre de 100 000 unités par mois. Là, tu sais. Il y a des produits là, qui rotate, là, c'est 1 unité par semaine par magasin, puis il y en a qui c'est 0. Il y en a qui vendent 1 unité par mois, puis un produit à bonne vélocité, c'est 8 produits par semaine. Là. Je veux dire, c'est pas 300. Là. Fait que, on n'avait pas vraiment estimé c'était quoi l'argent qui allait rentrer par rapport à ça. Je sais pas si tu comprends. 100%. On était comme, ça va être énorme. Là, c'est IGA. Êtes-vous rentré en exclusivité ou c'était IGA d'abord? Exactement. Les IGA sont bons pour ça. Ils adorent les innovations, les nouveaux produits. Nous autres, on a été exclusifs à IGA les 2 premières années avec Atypique. Puis c'est drôle, ça me faisait rire quand tu dis que tu étais arrivé avec les pots. Moi, j'étais allé moi-même porter les produits à Marc-Étienne, Jason, puis la gang des breuvages. Puis c'était la même affaire, là. C'était en temps de COVID. Fait que je l'ai droppé, je suis parti, on s'est fait un zoom pour qu'il goûte. Puis là, c'était comme, imagine que c'est pétillant. Parce qu'on n'était pas en canette. J'aime ça. Puis nous autres, il y avait juste le gin tonic. Puis même espèce d'approche que vous autres, ils ont goûté le gin tonic, ils ont eu la réaction qu'on souhaitait, c'est-à-dire, t'es sûr qu'il n'y a pas de gin là-dedans? Fait que là, tu fais comme, OK, yes. Ça marche. Puis là, on a besoin de ce deal-là. Là, parce que justement, 10 000, 20 000 piastres par saveur, par bannière, ça monte en frais de listing. Fait qu'ils disent quand est-ce qu'on va pouvoir goûter aux autres saveurs? On n'avait pas d'autres saveurs. Je veux pas perdre le deal. Fait que je suis comme, mais dans 2-3 semaines, on vous présente ça. Parfait, raccroche, j'appelle mon partner. Tabarnak. Là, il faut qu'on ponde des saveurs. C'est bon, j'aime ça. Fait que je connais cette espèce de feeling-là tu comprends que la prochaine étape est cruciale pour starter ton brand. Fait que là, vous rentrez chez IGA. Ben là, on n'est pas rentré. Ça prenait 3-4 mois avant de pouvoir dire, OK, le processus de listing, le nouveau, tout ce que ça prend à la paperasse. Fait que là, en attendant, ça prenait des ventes, là, parce qu'on était vraiment... Ça allait pas bien. Puis, j'ai parlé avec mon frère, que lui, il était gérant de viande au IGA des Sources à Québec. Puis IGA des Sources, c'est un des plus beaux regroupements d'IGA au Québec. Puis ils font du gros volume. C'est des magasins qui sont très beaux. Il y a beaucoup de gens qui vont là. Un IGA des Sources, c'est quasiment l'équivalent de 2 IGA, mettons, standard. Okay? Eux autres, il y en avait 5, c'est un regroupement. Dans le temps, là, ils sont rendus à 8, je pense. Puis, il va dire, tu vas te présenter au DG, puis on va essayer de le convaincre de rentrer. Backdoor avec eux autres. Puis lui, c'était un bon employé, mon frère, il était apprécié, tout ça. Fait que, tu sais, le gars, eux autres, ils aimaient ça rentrer des innovations, puis il était comme, garde. Ouais, puis ça leur donne une offre client qu'il n'y a pas ailleurs, tu sais. Fait que ils ont toujours lâché des beaux brands, là. Eux autres, ça a été vraiment cool. Puis, il dit, par exemple, il faut que tu convainques, parce que nous, vu qu'on était dans les frigos,
c'est un défi supplémentaire. C'était pas d'espace. Exactement. Tu sais, mettons, tu rentres un produit dans le sec, ben là, ils peuvent te faire un stand dans l'épicerie, puis tu sais, là, personne va chialer ou quoi que ce soit. Mais là, nous autres, il fallait prendre l'espace à quelqu'un. La vérité, c'était ça. Puis l'espace à quelqu'un... C'est qui a Pillsbury. ben, c'est ça. Qui, eux autres, le payent, le 80 000 $, de listing. Là, non. Fait qu'eux autres, ils rendent de l'argent, tu sais. Exactement. Puis là, on se pointe dans le meeting, puis c'était le gérant d'épicerie qui était là avec lui, puis c'était pas le target. C'était un monsieur de 60-70 ans, tu sais. Quelqu'un de très âgé quand même, puis pas super open. Tu sais, il était comme, bagarre, Pillsbury est là, non, ça marchera pas capable de faire de place, puis il était très, très fermé. Puis moi, j'avais fait des boules de pâte à biscuits trempées dans le chocolat. Pour venir au meeting, pour faire goûter, pour leur montrer ce qu'on pouvait faire avec la pâte à biscuits. Puis là, j'avais mis ça au centre de la table. Puis le DG, Jean-Nicolas, c'est le genre de gars qui dérape, il aime ça parler, puis il est vraiment comme... c'est un bon vivant, là. C'est quelqu'un vraiment, tu sais, genre, il va parler de plein de sujets. Puis là, maintenant, on passe sur d'autres choses. Puis pendant ce temps-là, le monsieur, il rouvre les boules, il a tout mangé. Tout mangé les boules de pâte. Puis là, on en revient après une demi-heure. Ouais, savez-vous quoi, j'ai pensé à ça. Pillsbury, on va tasser ça là, moi, puis on va mettre ça là, ça va être parfait. Puis c'est de même qu'on l'a eu avec la pâte, avec les boules. Le goût, mais oui. Puis c'est vraiment bon parce que là, on était contents, on a réussi. Il dit, regarde, je vais vous commander 20 caisses. Puis c'est beaucoup quand même, 20 caisses. C'est des caisses de 12. Je vais commander 20 caisses par saveur, puis on va lancer ça dans mes magasins, puis on verra comment ça va, puis on va faire un beau frigo. Fait que... ça, c'est le moment tournant, dans le fond, je pense, de l'histoire Cookie Bluff. Quand on a fait le lancement, on avait comme on avait engagé une firme. On savait pas comment, encore une fois. On a engagé une relationniste de presse. Le dernier 5000 qu'on a réussi à trouver à quelque part, elle avait dit, regarde, on va faire un communiqué de presse. Puis on va aller... Dans le temps, les influenceurs, c'était pas comme aujourd'hui. Là, on va aller voir quelques personnes. Donc, à Soignon, qui dans le coin de Québec aussi. Exactement, qui est à Québec. Fait qu'on va aller livrer les produits, puis on va voir ce que ça donne. On fait le lancement, on a fait des colis, c'était tellement beau. On a fait des cuillères en bois, on avait mon acier, il était super manuel, tu sais, il avait fait un logo, puis on avait mis ça avec le feu, puis tout ça. C'était vraiment incroyable, OK? On fait des beaux colis, on livre ça. 3 heures plus tard, je reçois un appel du gars des jeux, il dit là, il n'y a plus de pâte à biscuits. Il dit, c'est le meilleur appel là, au le monde. monde, il rentre, puis il cherche vos produits. On n'a jamais vu ça. Fait que là, j'étais là, hein? T'es sérieux? Oh, ouais, je te dis, c'est la folie. Puis là, on voyait les réseaux sociaux. On avait une page Facebook. On avait gagné 5000 abonnés en une journée. C'était viral, complètement viral. Ça n'avait jamais été vu, là, une entreprise dans le food aussi virale que ça. C'était fou. Fait que là, on était... Puis merci Cassoignon, encore une fois, parce qu'elle a vraiment contribué à ce succès-là. Parce qu'elle tripait vraiment sur ses produits. Son kid tripait ses produits. Puis écoute, tout le monde parlait de Cookie Bluff. J'ai reçu des photos du monde dans le char en train de manger de la pâte à biscuits en conduisant. C'était comme... La ville de Québec, c'était la ville Cookie Bluff à ce moment-là. Fait que nous autres, on avait fait 4000 pots pour la première batch qu'on gardait storé au... c'est quoi la durée de vie de ton produit? C'était 3 mois à ce moment-là. Okay. Puis il faut qu'il soit réfrigéré. Exactement. Ah, c'est ça. Fait que, ça rajoute une complexité quand même. Là. Aujourd'hui, on a 6 mois, mais dans ce temps-là, c'était 3 mois. Mais le transport, faut-il qu'il soit réfrigéré aussi? Ou congelé. Des fois, on livre congelé, c'est plus simple. OK. Puis là... On avait dit, bon, ben on va te livrer une palette de produits dans tes magasins, puis on va faire un deuxième lancement. Puis là, en attendant, le deuxième lancement, c'était comme 5 jours plus tard, on était rendu à 10 000 abonnés. C'était fou, là. Tout le monde puis voulait... Ce qu'il y a d'extraordinaire là-dessus, là, excuse-moi, je ne veux pas te couper, mais ça m'excite, là, c'est que tu as une preuve que ça fonctionne après pour aller convaincre les autres de... Mais ça a eu beaucoup de négatifs, ça. Puis je te le dirai après, c'est que... Il y a eu vraiment une excitation, une énorme excitation. Ben, comme je te dis, c'était jamais vu. Quand on a refait le deuxième lancement, le DG déjà m'appelle à 7h30. Il dit, hey, là, il y a des filles en pyjama devant le magasin. Ils attendent l'ouverture pour avoir la pâte à biscuits qu'on va recevoir aujourd'hui. Là, j'étais, voyons, de quoi tu parles? Là, je te le dis, il y a une file dehors. Fait que là, on était comme, ça faisait pas de sens. Puis là, la palette arrive en retard. Puis là, je me souviens parce que j'étais debout. On a mis la palette en plein milieu là, du magasin, pas réfrigérer rien. Bang. Les mondes, ils voulaient, je vais prendre 10 pots! Puis là, c'était comme, ça coûtait 8$ le pot, là, tu sais. On donnait ça au monde, ils achetaient 100$. Il y avait des mondes 200$ de pâte à biscuits. C'était la folie complète, là, tu sais. Là, le monde disait, OK, je t'apprends combien de pots? Puis là, tu sais, c'était un rêve. Pour de vrai, tu sais, mettons que je me retourne à ce moment-là, puis je pense qu'on l'a pas vraiment vécu, mais tu sais, mettons, tu prends du recul, puis tu te dis, qu'est-ce qu'on a vécu à ce moment-là? Ouais. C'est impossible de vivre ça. Tu sais, genre, c'est comme... C'est malade, puis
je sais pas, moi j'ai eu ce feeling-là atypique, là, Ouais. évidemment, parce que ça a été la folie furieuse aussi au début. Puis il y a plein de similitudes. Ce que je remarque, c'est une nouvelle catégorie puis un gros buzz. Il y a un côté de toi qui est ultra excité parce que tu fais comme tabarnane, j'avais raison. Puis il y a l'autre côté qui fait esti, je perds de l'argent. Ouais. Je laisse de l'argent sur la table. T'sais, fait que, ou j'optimise pas en tout cas la situation actuelle, je vais créer des frustrations. Fait que moi, c'était cette dualité-là. T'sais. C'est exactement ce qui est arrivé. Puis là, sur Base, un moment donné, ils ont entendu parler du succès à Québec. C'était tellement. Tout le monde parlait de ça. On avait les médias qui ont embarqué un moment donné. Comme, ça n'avait pas de bon sens. Puis là, ils ont décidé de lancer un bulletin de commande pour lancer chez IGA. Mais à ce qu'on a compris par la suite, c'est que la haute direction de chez Sobeys, ils ont mis un peu de pression chez les magasins pour commander des quantités quand même élevées de porte à biscuits pour être sûr de ne pas manquer parce que les autres, ils ne voulaient pas perdre l'opportunité d'affaires. Ben non, c'est ça. Fait que là, il y a des magasins qui sont commandés ils ont commencé à commander des 25-30 caisses par saveur, par magasin. Puis dans des... Là, il faut que tu appelles Novali, t'as pas tes Ouais, producteurs, exact. tu fasses comme un Faut gars. que j'appelle Faites-moi de la place. Novali. Là. Mais c'est pas rien que ça. C'est que là, on se dit, ben là, tu sais, oui, il y a un buzz, là, mais tu sais, c'est quoi un buzz? À un moment donné, Ah ouais. ça débuzz. Ouais. Fait que quand on a eu le bulletin final, c'était 100 000 pots de porte à biscuits en commande. C'était la plus grosse commande de toute leur histoire pour un lancement. Wow. C'était quasiment 400 quelques mille piastres de produits. Fait que là, on disait, ben là, attendez un peu, là. Nous autres, on a une saveur érable et noix. Le monde a commandé la même quantité de toutes les saveurs, mais cette saveur-là, elle vend un peu moins parce que, pour X raison, elle vendait moins. Mais le magasin disait, c'est pas grave, ils commandaient la même quantité d'érable et noix que toutes les autres. Puis là, on disait à Sobeys, hey, non, on coupe pas les quantités. Tu sais, eux autres, ils étaient contents. Ben ouais. Tu sais, on s'entend. Fait que ça a été cool parce que là, on venait de régler tous nos problèmes d'argent. Mhm. Je me souviens, on a fait 150 000 piastres de profit sur cette commande-là. En combien de temps? Là, tu sais, genre, c'était instantané. Wow. À 3 mois après le lancement. Ouais. Fait que là, on venait de régler payer tous nos fournisseurs, puis il nous restait quasiment 80 000. Tu sais, tous nos problèmes d'argent s'étaient effacés. C'était vraiment comme un peu un rêve. Puis là, il y a eu un problème avec le système de paiement, en tout cas, c'est ce qu'ils ont dit, chez Sobeys. On l'a vécu aussi. Ouais, le fameux problème. Mais nous, ça s'est vraiment étiré. Puis là, je devais 300 quelques mille à mon usine. Ouais. Puis, ils payaient pas. Puis ils payaient pas, puis ils continuaient à order. Ils commandaient plus de pâte à biscuits, mais on n'était pas payés. Ouais, puis c'est un vrai problème qu'ils ont eu, là, heureusement. En tout cas, en ce qui me concerne, là, ils ont été super faciles à rejoindre, là, puis ils comprenaient la situation. Mais c'est sûr que il y a un volet stressant pour un gars comme toi là-dedans, puis tu veux pas perdre ton momentum. Imagine, toi, t'es l'usine, tu viens de financer 400 quelques mille piastres de stock à 2 sur l'Uberlu de Québec qui lance une porte à biscuits, là. Tu sais, la vérité, c'est ça, là. Je veux dire, eux autres, ils ont jamais eu une scène encore, là. Mais parle-moi de, justement, je vais en profiter, là, parce que je vais te poser la question du calcul, là. À chaque épisode, il y a une question du calcul qui encourage les gens à se questionner, évidemment, dans leur cas, par rapport à la relation avec l'alcool. Mais dans ton cas, c'est beaucoup de pression que tu vis sur plusieurs années. Tu as des up and down de vivre, tu sais, les bas d'avoir, tu sais, du ramer à contresens. Croire en ton projet quand il n'y a personne d'autre qui y croyait, tu sais, parmi les tempêtes. Puis là, après ça, le lancement de fou, des impondérables. C'est-à-dire que ça, tu peux pas calculer ça, un problème technique du côté de Sobeys. Comment tu fais pour continuer à prendre soin un peu de ta santé mentale à travers ça? Là? C'est une bonne question. Écoute, par chance, j'ai jamais eu vraiment d'addiction à rien. On dirait que... tu sais, mettons, la drogue, ça me faisait peur, moi. Puis, tu sais, je buvais même pas d'alcool. J'ai commencé à boire à 27 ans. Tu sais, ça te donne une idée. Puis, c'était pas pour laisser aller un stress ou quoi que ce soit. C'était juste par plaisir. Je pense que c'est drôle parce que j'ai écouté ton podcast sur Daniel Henkel. Puis, je trouvais qu'elle avait une façon très, très fancy de le dire, de mots super. Mais moi, la vérité, j'appelle ça être mort de l'intérieur un peu. C'est qu'à un moment donné, tu arrives à un stade où tes émotions, tu ne vis plus de la même façon. Puis au début, justement, j'avais tellement de up and down. C'était l'enfer, là, parce que là, le gros succès, c'était fou. Là, j'étais un gars bien ordinaire. Je n'étais pas habitué à avoir ce genre d'attention-là. Puis là, il arrivait des problèmes de l'autre bord. Puis j'étais pas un business manager. Là. Je veux dire, c'était pas inné en... Ben, je pense que c'était un peu inné en moi, mais j'étais pas d'habitude à ça. Fait que c'était tout le temps des montagnes russes. Puis quand on dit ça en entrepreneuriat, c'est vrai. Là, dans une journée, tu peux avoir la meilleure nouvelle possible. Puis genre la pire. C'est tout le temps comme ça. Puis c'est la vérité. Tu le sais, Étienne, c'est ça. C'est dur à expliquer, mais c'est ça pour vrai. Fait que là, tu te ramasses. Sinon, si mettons, t'es pas j'appelle ça un peu mort de l'intérieur, mais t'es tout le temps. Ah, yeah, puis là, t'as le souffle coupé, puis là, t'es comme.
Fait qu'à un moment donné, c'est triste un peu à dire, mais il faut que tu arrives à dire, il faut que je vive mes émotions high de la même façon que je vis mes émotions qui sont down. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, ça a pris du temps là, parce qu'il nous est arrivé beaucoup de choses. Puis au début, comme je te dis, je le gérais juste pas. Là. J'étais juste partout, puis j'arrivais pas à canaliser non, tout exactement. ça. J'étais juste stressé, puis ma vie, c'était pas le fun. Là, c'était juste ça. Puis à un moment donné, il est tellement arrivé d'affaires que j'ai commencé à être plus posé devant les problèmes, mais plus posé aussi devant les bonheurs, dans le sens. Puis malheureusement, on contrôle pas ça. Puis aujourd'hui, j'ai une vie extraordinaire. Là, la vérité, c'est ça. Là, je voyage 6 mois par année à cause de la business. On se prive de rien dans la vie. Vous êtes en pleine croissance, 2000 vraiment... points de vente au Québec. Puis Baba, on a 4000 points de vente à travers le monde. On vient de faire un développement aux États-Unis. On vient de signer avec la plus grosse firme de courtage aux États-Unis qui s'appelle Acosta. J'ai signé le contrat hier. Félicitations. C'est gros, là. C'est le plus gros monde. Là. C'est eux qui représentent Coca-Cola, Apple, General Mills, Kellogg. Wow. C'est eux leurs joueurs. Là. C'est eux qui... Quand il y a un brand qui marche aux US et qui est émergent, c'est eux qui sont là. Ouais. Fait que, c'est comme... Si tu n'arrives pas à vivre, des fois le monde me dit tu devrais. Mais moi j'ai toujours une raison de fêter. Là. Si tu veux popper le champagne, on le poppe pas tous les jours. Ouais, c'est ça. Genre, mais à un moment donné, il faut t'arriver à dire OK, comment que je fais pour gérer ça? Puis malheureusement, c'est un peu comme les gamblers. J'ai tout le temps été un peu gambler dans ma vie. Je pense que mon vice, c'est le jeu un peu. Là, puis ça a été toujours ça dans la business aussi. Faut que tu sois un méchant gambler. Là, quand tu vas all-in, je veux dire, t'es all-in, la vérité, c'est ça. Là, il y a moyen de calculer un peu tes risques, mais exact. Non, mais c'est ça. Jamais 100%. T'as un edge sur le blackjack. C'est ça. Exact, c'est ça. Tu comptes les cartes, mais tu peux perdre. Là, genre, c'est carrément ça. Tu comptes les cartes. Je pense que c'est la bonne façon de l'exprimer. C'est la première fois que je pense ça, c'est bon. T'as un edge sur le blackjack, mais la vérité, c'est que tu te lances quand même dans le vide. T'es un peu fou. Là. Faut tailler ça en toi. Faut que tu sois prêt à ça. Fait, je pense que la façon que moi, j'ai réussi à canaliser ça, c'est vraiment en contrôlant mes émotions. Puis aujourd'hui, vivre un peu moins mes highs aussi, malheureusement, mais vivre moins mes downs. Mais c'est correct. Mais tu as très bien répondu à la question du alcool. Ça me plaît beaucoup. Mais c'est vrai, c'est tu les vois, chaque situation, peut-être, en tout cas, tu les vis de façon moins émotive, puis plus, tu intellectualises un petit peu plus chaque situation. Tu peux pas t'empêcher de vivre. Puis c'est important aussi de les vivre, ces belles victoires-là. Mais des fois, ça vient avec un petit... Je veux pas dire un post-traum, là, parce que c'est trop tôt, mais de dire comme Chris, c'est-tu de... Je célèbre-tu, puis ça va être de courte durée, ou tu sais, à quel point... Mais c'est clair qu'il y a toujours des petits pépins qui surviennent. Que je suis jamais capable de célébrer parce que je me dis toujours, ouais, mais tu sais, c'est pas... Tu sais, il y a tout le temps de quoi après, ouais, mais là, il y a ça, là. OK, mais là, genre... laisse-moi fast-forward un petit peu, là. Je vois l'heure aussi qui passe. Puis non, j'adore, man. C'est fascinant, puis on en a vraiment plus de parallèles que je pensais. Aujourd'hui, ton brand est établi. Tu parles des succès que vous avez, c'est d'autres mots de tête. C'est-à-dire, tu n'as pas le stress de te dire ça va-tu marcher, ça va-tu pas marcher. Tu es dans le stress de la gestion de la croissance, qui compose aussi certains risques de ce côté-là. Comment tu fais pour la difficulté de scaler up? Là, tu travailles avec des marchés qui ne sont pas dans ta cour arrière. Ça te prend des partenaires qui sont des partenaires stratégiques. T'étais-tu qualifié pour être capable de faire ce switch-là? Parce que ton rôle change un petit peu en cours de route. Je pense que j'ai toujours été qualifié pour ce qui devait être fait. Dans le sens que je pense que ça a été ça ma grande force, c'est que il n'y a jamais aucun défi qui me fait peur. Puis quand je devais être là, j'étais là. Puis quand il fallait performer dans une sphère, j'ai performé dans cette sphère-là. Puis nous, on a un modèle d'affaires qui est vraiment unique. Puis je pense qu'il fait l'envie de plusieurs business aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas d'employés. Je sais, quand vous venez porter des produits à la maison, c'est nous. C'est nous. Je suis venu souvent voir Maïka déguisant lapin. Mais on le sait pas. Ouais, non, tu comprends? Mais c'est quoi? Puis ça donne... J'haïs pas ça non plus. Ça donne l'impression que le brand... Je veux pas dire qu'il est plus petit qu'il est, mais que tu es proche du monde. Et il y a une grande, grande valeur à ça. Mini parenthèse, Cookie Bluff, en anglais... Vous êtes fait dire, ben là, qu'est-ce que c'est ça? C'est arrivé un peu au début, mais ce que le monde ne savent pas, là, c'est que le bluff, c'est un mot anglais-français. Puis le mot cookie, c'est un mot anglais accepté par le dictionnaire de la langue française. Fait que on a réussi, juste quand le monde était hater un peu, on a réussi à les casser. Bravo, fin de la parenthèse. Fait que c'est quoi la suite? Pour Cookie Bluff. Et puis, tu sais, on a parlé de Cookie Bluff. On n'a pas parlé de ton autre brand non plus. Qui est rendu beaucoup plus grosse que Cookie Bluff, d'ailleurs. Ah ouais, hein? Dans le fond, je vais essayer de résumer super rapidement, c'est que quand la pandémie est arrivée,
on a connu un down de vente là, énorme. Là. Ça a été l'enfer parce que les gens, dans le bakery, ils se tournaient plus vers acheter de la farine puis fabriquer. Le faire à la maison. Exactement. Fait que ça a été vraiment rough. Puis au lieu de m'acharner sur la business puis me dire, okay, il a fallu que je me dise, OK, what's next? T'sais, genre, est-ce que je meurs avec la business en me disant, OK, on va avoir une décroissance puis un jour, ce sera plus suffisant? Ou je vais scaler avec quelque chose de nouveau. Puis Cookie Bluff, on avait plein de portes aux États-Unis, tout s'est fermé avec la pandémie. Et c'était comme, tout était mort. Là. C'était vraiment tough. Puis justement, au lieu de m'effondrer dans cette situation-là, j'ai fait, hey, genre, je vais me lancer dans d'autres choses. Puis je cherchais des influenceurs dans l'ouest du Canada, puis tout le monde avait du bubble tea. Le bubble tea, c'était comme, tout le monde a du bubble tea, mais je me disais, moi aussi, je veux goûter à ça, du bubble tea. Fait que là, j'ai commencé à faire des recherches là-dessus. Puis pour te dire rapidement, je me suis rendu compte que ça n'existait pas nulle part dans le monde, un bubble tea en bouteille. Fait que j'ai dit, regarde, j'avais 400 000 $ dans mon compte. J'étais allé all-in. J'ai tout mis l'argent que j'avais à chaque dollar. Puis, contrairement à Cookie Bluff, on est starté plus tranquille. Puis là, tu vois, on va faire 5 millions cette année, après notre deuxième année. Avec Pas juste au Québec. Non, partout. Dans le fond, on est en France. Ben c'est ça, c'est malade. On est vraiment partout. Puis, c'est comme venu, écoute, les opportunités, c'est devenu fou. On vient de rentrer un groupe d'investisseurs. On dirait que là, c'est vraiment comme Cookie Bluff me traçait un chemin. Puis, tu sais, aujourd'hui, je suis reconnu plus. Tu sais, j'ai une certaine reconnaissance dans le milieu à cause de ce qu'on a fait. Puis, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, je suis devenu un vrai entrepreneur, on peut dire. Tu sais, vraiment quelqu'un qui a compris un peu la business, comment ça fonctionnait. Parce que je l'ai appris à. Tu sais, je ne l'ai pas appris en connaissant quelqu'un qui allait. Tu sais, on l'a appris vraiment de rien. Puis ça, là. J'ai gagné 30 ans d'expérience à cause que, tu sais, il n'y a personne qui nous a aidé. Ça a tellement de valeur. Fait que je pense que c'est un peu là où on s'en va. Notre but, c'est vraiment le développement international. Comme je te dis, on va aller aux États-Unis. Puis là, ça, c'est un investissement majeur pour nous parce que ça ne marche pas comme ici. Là. C'est complexe de développer le marché aux États-Unis. C'est très compétitif, les États-Unis. Mais pour nous, d'avoir signé à Costa, c'est comme... Je parle de ça avec des grosses business. Signé avec la NFL. Exactement. Je parle avec des grosses business dans le foot au Québec qui sont comme, je te crois pas. Genre, parce que c'est impossible. Ça a pris 6 mois de négociation. Ils ont failli reculer. Puis normalement, ils te répondent même pas. Fait que, c'est de même que ça commence. Fait que bravo, man. Merci. C'est vraiment cool. Ton histoire est super inspirante. On a de la visite. Ah ouais, on a de la visite? Ouais. Ah, Colin, qu'est-ce que c'est ça? Viens ici, monsieur Monstre. Ici. Attends, faut qu'on le voit à la caméra. Exact, ici. Pour ceux qui nous suivent à l'audio seulement, qui nous écoutent, il y a un gros Cookie Monster bleu qui vient de rentrer dans l'écran. C'est là la caméra. Ouais. Ah, tu vois pas du bonbon, regarde, le bonhomme il est là. Puis là, t'as l'air d'amener des cadeaux. Ouais, exactement. Ça fait mon affaire. Écoute, j'avais l'habitude d'aller voir Maïka, mais là, aujourd'hui, c'est toi, regarde, le chanceux. Regarde, je vais gagner des points à la maison grâce à ça. On a notre nouvelle saveur biscuit monstre qu'on a lancé dans le Nimnums, qui est un nouveau produit qu'on a lancé. Nimnums, c'est les petits bites, là? Exactement. Fait que, ça a l'air bon. On a 4 petits sachets pour toi. No way. Puis ça, c'est votre nouvelle saveur qui vient de... Merci, Cookie Monster. Fais attention au fil. Oui, il y a plein de fils à terre. Salut, bye. C'est beau. C'était beaucoup d'efforts, mais ça fait mon affaire. Fait que t'es correct, le monstre? Parfait. Oui, ceux à l'audio, si vous entendez quelqu'un pogner une débarque, c'est le monstre. Fait que, dans le fond, justement, dans Cookie Bluff, on a lancé une édition limitée pour l'Halloween, puis pour juste le fun, là, qui est les Nimnums à base de Smarties et de Oreo. Fait que. Wow! Puis c'est un beau projet qu'on a lancé l'année dernière, qui est Cookie Bluff, c'était des pots. On s'est dit, on voudrait que les gens soient plus faciles à manger pour ceux qui ne veulent pas le mixer avec la crème. Bites, là, Fait que là, c'est des bites. Puis pour de vrai. Vous faites des bons moves, Sébastien, c'est vraiment hot. Je suis. Tu sais, on était déjà fan de ton produit à la maison, mais je connaissais pas toute l'histoire derrière. Puis en tout cas, moi, tu m'as inspiré aujourd'hui. Puis je trouve que notre histoire se ressemble quand même pas mal de ce côté-là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde que leur histoire se ressemble au final. Mais tu as raison. C'est-à-dire, puis j'espère que c'est ça que les gens vont retenir aujourd'hui là, aussi, c'est que t'es pas né en te disant « Hey, moi, un jour, je vais avoir un produit qui va être disponible en épicerie puis je vais conquérir la planète avec ça. » Ça arrive de fil en aiguille à travers un processus d'essai-erreur. Puis, ça veut dire que les erreurs que vous allez faire en cours de route, elles ont une grande, grande valeur. Il faut que tu les vois comme un apprentissage qui va te permettre après ça
de repartir plus intelligemment avec un knowledge que tu n'avais pas avant, au lieu d'avoir honte puis te dire, ah, si j'essaie plus rien parce que je me suis planté puis j'ai fait rire de moi, j'ai perdu de l'argent, c'est ça. T'sais. Fait que bravo. Merci. Merci, merci de ta présence. Y a-tu quelque chose d'autre que je peux plugger? Parce que là, t'es conférencier aussi. Tu as donné une conférence la semaine dernière, t'en donnes une à l'UQTR, si je me trompe pas. Samedi, exact. Ben écoute, je fais ça plus pour le plaisir. J'essaie d'inspirer les gens, puis je me dis toujours, si je peux en inspirer juste un dans la salle, ça fait le... C'est juste ça au final. C'est pour ça qu'on fait ça. Si je peux changer la vie peut-être de quelqu'un, puis je dis toujours aux gens, hey, faites-moi confiance, si moi je l'ai fait, là, vous êtes capable. Non, mais c'est vrai parce que très humble. Je suis vraiment... Non, mais c'est vrai parce que j'avais rien. Je veux dire, puis souvent c'est tout le temps ça. Ouais, mais tu sais, j'ai pas l'argent, puis... non, si moi je l'ai fait, vous êtes capable de le faire. Puis c'est ça la vérité, dans le sens que si vous avez ça en dedans de vous, puis la vérité aussi, c'est que c'est pas vrai que c'est fait pour tout le monde. Puis c'est pas vrai que tout le monde est fait pour ça. Fait que non, écoute, conférence, nouveau produit. On a un gros produit qui s'en vient l'année prochaine avec une belle vedette québécoise. Je peux malheureusement pas en dire plus. Qui n'est pas en lien avec Cookie Bluff? Qui n'est pas en lien avec Cookie Bluff, qui n'est pas en lien avec Boba. Fait que ça va être gros, écoute. Puis Boba, écoute, c'est tellement cool parce que les compagnies au Québec embarquent. On a Yuzu Sushi qui embarque, ils font des sushis avec nos bulles, des Pokéballs. On a Couche-Tard qui ont, l'année passée, ça a été une affaire de fou. Ils vendent des bulles pour mettre dans les slushs. Fait que là, les gens arrivent avec leur slush, ils prennent le petit cup de bulles, ça coûte 2$. Ils mettent ça dans le slush. Écoute, on a vendu 200 000 unités. Là. C'est comme... Fait que c'est ça un peu, Sébastien Fizet, mes aventures, puis je veux juste réinventer la façon de consommer, puis réinventer un peu la façon de voir les choses. Mais tu le fais extrêmement bien. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. C'est un bel honneur que tu nous fais. Merci à tout le monde d'avoir écouté le podcast. Encore une fois, merci à Éducalcool, grâce à qui ces discussions-là sont possibles. Puis je te souhaite tout le succès du monde. Allez vous abonner à Sébastien, puis à Cookie Bluff, puis à Boba. Je l'ai mal dit. Non, c'est parfait, Boba. Boba, oui, OK, à Boba sur les réseaux sociaux. Merci tout le monde. Ciao, bye!